Et c'est bon, on est live. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venu à ce live des métiers en coulisses. Merci Maya d'avoir répondu présente. N'hésitez pas dans le chat à nous dire d'où vous nous regardez. C'est toujours chouette de savoir où vous êtes. Je sais que à chaque fois, c'est un peu partout en France, voire même à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à nous dire et à poser aussi vos questions dans le chat. L'idée, c'est que ce soit interactif. Donc là, je vois qu'il y a Émilie qui nous regarde de Grenoble. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Pour commencer, Maya, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, bonjour Catherine de Bordeaux, Véronique de Montpellier, c'est bon, les gens commencent à arriver. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu es arrivée au métier que tu occupes aujourd'hui et les éventuelles rencontres marquantes, personnes qui t'ont aidé, conseillé pour exercer le métier que tu exerces aujourd'hui? Alors oui, j'ai suivi des études de lettres de manière assez classique. J'ai fait un master de littérature comparée à la Sorbonne. Et puis j'ai enchaîné assez rapidement par des stages pendant presque un an et demi. À l'époque, on pouvait avoir pas mal de conventions de stage. Je crois qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Donc j'avais réussi à enchaîner presque un an et demi de stage dans diverses maisons d'édition parisiennes, dans le beau livre, la jeunesse, la littérature générale, le documentaire. Voilà, j'avais un petit peu exploré différents secteurs de l'édition et puis de grosses maisons d'édition d'ailleurs à une petite plutôt indépendante. Et puis à l'issue du dernier stage que j'ai fait, en fait, on m'a proposé un CDD. Donc j'ai pris évidemment ce CDD qui s'est renouvelé plusieurs fois, je crois pendant un an, quelque chose comme ça. Et puis finalement, je suis restée dans ce poste-là d'éditrice en jeunesse chez Hachette Livre pendant 5 ans, si je dis pas de bêtises. Puis j'ai démissionné et il y avait une création de poste dans une petite maison à l'époque qui était indépendante d'édition aussi jeunesse qui s'était créée et donc j'ai pris ce poste qui était vraiment une créa pour monter une collection de romans jeunesse où tout était à faire et je suis restée presque 6 ans dans cette maison et ensuite j'ai fini par partir aussi et à me lancer en freelance à mon compte. C'est ce que je fais aujourd'hui. Génial. Et pour qu'on puisse avoir une réalité un peu plus concrète de ton métier, est-ce que tu peux nous raconter comme, à quoi ressemble une journée ou une semaine type de Maya? Oui, alors être éditeur, on commence un peu comme tout le monde à commencer, enfin, on consulte ses mails, c'est la première chose qu'on fait le matin. On vérifie s'il y a des urgences. Là, par exemple, si je donne les 2 heures de travail que j'ai commencé avant le live, j'ai envoyé un rétro-planning à un graphiste. J'ai validé un réassort sur une série qui avait besoin d'un réassort sur les prochains mois. J'ai vérifié, fait un brief pour un illustrateur, relu un texte. Voilà, on peut faire aussi à toutes les parties commerciales, donc faire des textes de quatrième de couverture, ou ça c'est obligatoire quand on est éditeur, et faire des argumentaires commerciaux aussi. Et puis après, c'est beaucoup de relecture de texte en fait, hein, parce que l'éditeur c'est vraiment le chef d'orchestre entre l'auteur, l'illustrateur, quand c'est de l'édition jeunesse notamment, ou en tout cas illustré, et puis la maison d'édition. Donc on reçoit des textes, on doit les retravailler, faire des prépas de copie avec les auteurs, faire beaucoup d'allers-retours entre l'auteur, la maison d'édition, son travail et sa perception du texte en tant qu'éditeur externe, encore une fois, parce que là, moi, je parle en tant qu'externe, hein, quand on est en interne, c'est sensiblement le même travail. C'est simplement qu'on a des responsabilités un peu différentes parce qu'on est vraiment en prise directe avec tous les secteurs de la maison, enfin tous les métiers de la maison, pardon. Donc ça soit le budget avec la partie financière, le marketing, la communication, les graphistes évidemment. C'est des parties qu'on voit un petit peu moins quand on est externe. On travaille avec surtout des auteurs, des illustrateurs, des graphistes, un peu le marketing et la com quand même. Mais voilà, les budgets sont alloués, donc on a moins de prise là-dessus. En revanche, voilà, quand je suis en tant qu'éditrice externe, c'est quand même moi souvent qui négocie les budgets avec les auteurs, les illustrateurs. Donc voilà, mais peut-être qu'en fait il faut que je refasse un petit point sur qu'est-ce que le métier d'éditeur. Voilà, ça sera peut-être intéressant pour les gens qui connaissent pas du tout. Donc l'éditeur, comme je disais, c'est celui qui est
petit peu le chef d'orchestre qui fait en sorte que le livre arrive en librairie. Et avant que le livre arrive en librairie, il y a beaucoup d'étapes, ce qu'on appelle la chaîne du livre, et beaucoup d'intervenants différents, un auteur, un illustrateur, un graphiste, un éditeur qui vient mettre de l'huile là-dedans pour que les rouages soient bien fluides, mais aussi un contrôle de gestion qui va définir un budget pour que le livre ait un coût, évidemment, et rapporte enfin, il y a une économie du livre, voilà, à bien garder en tête, savoir à quel prix mettre le livre, dans quelle collection l'insérer, quand le sortir, si il répond à une saisonnalité forte. Je dis n'importe quoi, en jeunesse, les livres d'anniversaire, on sait que le pic des naissances, c'est entre avril et juin. Les livres sur les anniversaires sortent souvent entre mai et juin. Voilà. Et puis parfois, il y a des livres de fond, évidemment, qui sortent à peu près à n'importe quel moment de l'année. Mais ça peut être aussi des livres qui vont coûter plus cher en fabrication, qui auront demandé un travail esthétique, graphique, de fabrication plus fort, donc qui vont être plus forts en prix de vente public, et donc qui vont sortir plutôt en période de Noël, parce que c'est là que les gens font des cadeaux de Noël avec des livres. Donc voilà, il y a tout un tas d'étapes extrêmement importantes entre le manuscrit de démarrage et puis ce qui arrive à la fin dans les librairies et ce que les lecteurs peuvent voir dans les vitrines et sur les rayonnages. Et en tant qu'éditeur free, il y a quand même plusieurs casquettes, parce qu'à certains moments, on est apporteur de projets, c'est-à-dire que moi, avec l'expérience que j'ai, ça fait plus de 15 ans maintenant que je travaille dans l'édition, je peux arriver avec des projets dans les maisons d'édition pour dire, cet auteur a une idée super, voilà comment est-ce que je l'imagine, quel serait l'illustrateur qui pourrait parfaitement correspondre avec cette thématique, avec ce sujet-là. Voilà comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer chez vous et dans quelle collection. Ça, c'est vraiment la partie apporteur de projet, qui n'est pas la partie principale, parce qu'elle n'est pas très rémunératrice, ou en tout cas un peu compliquée à mettre en place à plein temps. Et puis, il y a aussi une partie un peu autre des missions qui serait, les maisons d'édition ont des programmes éditoriaux très riches, très forts, avec beaucoup de production. Et donc, ils ne peuvent pas tout faire en interne, et ils font appel à des éditeurs comme moi, en freelance, et ils disent, voilà, tel bouquin va sortir à telle date, voilà notre budget. Est-ce qu'on a un auteur? Est-ce qu'on a un illustrateur? Oui, non, ça dépend. Vas-y, débrouille-toi et on avance, quoi. Voilà. Donc, c'est plusieurs réalités du métier, on va dire. Génial, passionnant de découvrir les coulisses de ce produit qu'on connaît tous, à savoir le livre. Chez Chance, quand on parle d'un travail, on dit que c'est 4 piliers. Donc, tu as le fameux, tu connais, il y a le fameux pilier métier, qui est donc tes actions au quotidien, ce que tu viens de nous raconter, les missions concrètes du job. Il y a aussi le pilier environnement. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, souvent, les gens, quand ils arrivent chez Chance, ils ont parfois une envie de changement radical, parce que ça se passe mal dans leur travail et parce que il y a un gros mal-être, et donc ils se disent, il faut que je change de métier, c'est une catastrophe. Et en fait, ce qu'ils peuvent découvrir au fil du travail chez Chance, c'est qu'un travail, c'est pas qu'un métier, c'est aussi d'autres éléments. Donc là, je prends l'environnement parce que je trouve que tu as un bel exemple, parce que éditrice, j'imagine que la réalité peut être assez différente si tu es dans un grand groupe en salarié comme tu as été au début, ou si tu es à ton compte. Et ça m'intéresserait que tu nous racontes un peu quelles sont les différences entre les deux. Bien sûr, oui, pour répondre à cette question, c'est sûr que là, j'ai un point de vue qui peut être intéressant. Donc, j'ai travaillé plus de 10 ans, du coup, si je fais bien les comptes, en entreprise, donc dans une très grosse entreprise, Hachette Livre, et une maison, alors qui maintenant a énormément grossi, mais qui à l'époque était vraiment, on était, je sais pas, on était 20, 25, enfin, c'était vraiment une petite maison. Donc, face aux 2000 salariés chez Hachette, c'était un peu différent. Et donc, oui, la réalité de l'environnement est très différente. Alors, ce qui est certain, c'est que dans une très grosse entreprise et dans les grosses maisons d'édition, surtout que en ce moment, le panorama de l'édition est en train de changer parce qu'il y a des rachats des OPA. Peut-être que certains en ont entendu parler. Voilà, les réalités sont très différentes. On a souvent beaucoup de moyens. Dans les maisons que j'ai traversées, voilà, il y avait pas mal de moyens. En revanche, on a un levier d'action qui est quand même assez drivé. Voilà, par la hiérarchie, et puis les décisions prennent un petit peu de temps à être prises. Ça dépend, bien sûr à moduler en fonction des maisons d'édition, mais quand on a une idée,
ça peut prendre des mois à être mis en place, même si l'idée est formidable et même si tout le monde, les directeurs, tout le monde est emballé, ça prend un peu de temps. Et puis moi j'avais un petit peu le sentiment, j'ai tout appris chez Hachette, c'était une expérience formidable. Toutes les personnes que j'ai croisées m'ont appris énormément, j'ai compris mes lacunes aussi dans ce métier, toutes les choses sur lesquelles je pouvais m'améliorer, mais j'étais un peu vraiment une petite fourmi. Donc voilà, donc j'aurais pu continuer là-bas et petit à petit grandir, hein, c'est pas du tout, c'est pas incompatible, mais voilà, j'ai vraiment l'impression d'être une microscopique fourmi dans cette superbe fourmilière voilà, qui était très dynamique, mais voilà, à l'échelle personnelle, ça me manquait un petit peu. Donc, je suis allée voir ailleurs. J'ai commencé dans cette maison qui était vraiment beaucoup plus petite à l'époque. Et là, bah, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que les décisions se prenaient en 5 minutes, quasiment. Alors, c'était épuisant aussi parce qu'on était une machine à pondre des idées. Il fallait toujours avoir des nouvelles idées, toujours être plus curieux, toujours plus dynamique, toujours plus créatif. Donc, c'était assez formidable. Un peu épuisant aussi, mais voilà, il y avait tout à faire. On était une équipe extrêmement soudée, tout le monde se connaissait, j'ai gardé des contacts formidables et ce sont des amis aujourd'hui aussi dans cette maison. Et voilà, on apprend aussi une forme de flexibilité, d'être très couteau suisse quand même, parce qu'il faut penser à tout, ne pas jamais oublier qu'un livre, pour être lu, doit être acheté. Et donc, on n'est pas un éditeur dans sa petite tour d'ivoire à concevoir des livres de manière très théorique avec ses auteurs. Ça ne marche pas, ça n'est pas du tout la réalité du métier. Il faut être au plus près des libraires, des équipes commerciales aussi, ça c'est le chaînon juste avant. Et c'est voilà, c'est très important de garder ça en tête. Et dans l'environnement, ça se ressent vraiment. Par exemple, dans ma deuxième boîte, j'étais très proche, je connaissais personnellement l'équipe commerciale, les représ qui défendaient nos livres, et c'était eux qui nous apportaient parfois des idées aussi. Donc c'était vraiment très intéressant. Alors je dis pas que ça n'existe pas forcément dans les grosses maisons, mais voilà, les rouages sont un peu plus lents parce que c'est des gros mastodontes. Voilà, donc il y a un contact plus humain. Et aujourd'hui, dans le freelance, la grosse différence, c'est qu'on est quand même beaucoup plus seul. Et c'est pour ça aussi que j'ai entamé le parcours chance. C'est que c'est exactement ce que tu disais, Marine, au démarrage. C'est que je sentais que j'aimais toujours autant mon métier, mais je crois que j'aimais plus trop comment je le faisais. Et j'étais beaucoup derrière mon ordinateur. Bon, en plus, le Covid est passé par là. Donc, moins de réunions à Paris, en tout cas dans les bureaux. Ça s'est ouvert très lentement. C'est qu'à partir de fin 2021, j'ai trouvé qu'on pouvait retourner dans les bureaux avec les éditeurs. Donc, voilà, ça m'a manqué, ce contact me manquait. Et puis, voilà, le sentiment quand même de faire un petit peu les choses dans son coin. Alors, ça peut être très confortable aussi, hein, parce que moi, je suis responsable éditoriale, éditrice, donc je suis très autonome, je connais bien mon travail, je connais bien mon métier, mais voilà, on a peu de retours quand on est free quand même. Le seul retour qu'on a finalement, c'est qu'on nous rappelle et que les clients sont toujours là, mais on nous dit pas souvent quand même ah c'est super, t'as monté ça. Voilà, on a un peu moins de retour que quand on est en interne. Voilà, et donc la différence, c'est que voilà, c'est ce que je dis toujours. Il n'y a pas forcément plus de liberté quand on est autonome. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. On est peut-être plus flexible parce que c'est sûr que bah, si j'ai un rendez-vous chez le médecin, si j'ai un souci de garde pour mon enfant, enfin, là, je suis évidemment flexible. Je ferme l'ordinateur et c'est pas très grave, je travaillerai le soir. Voilà, c'est le lot de tous les fris qui connaissent bien ça. Mais on a quand même des délais à respecter, des échéances. Les rétro-plannings que moi, je passe mon temps à faire, bah, je dois bien les respecter. Ce sont les miens. Ce sont sur lesquels je me suis engagée avec les intervenants avec lesquels je travaille, les auteurs, les illustrateurs, etc. Donc, on n'est pas forcément plus libre, on est plus flexible. Donc ça n'a pas de prix. Et je sais que je me suis pas dit, tiens, je retournerais bien en salariat. Enfin, je me le suis un peu dit, mais rapidement. Après, je me suis dit, non, en fait, il faut que je garde quand même cette forme de liberté. En revanche, c'est l'idée d'équipe et de collectif qui me manquait beaucoup en free. Et c'est pour ça que j'ai juste décidé d'ajouter une corde à mon arc à la fin du parcours chance, plutôt que de virer complètement et de faire un virage à 360. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, bien sûr. Et par curiosité, tu peux nous raconter quelle est la corde que tu ajoutes ou c'est encore... Oui,
Oui, alors en fait, on va rester dans le domaine du livre. Donc, alors ce que j'ai pas dit, c'est que maintenant je suis aussi autrice pour les enfants. Enfin, j'ai écrit des livres jeunesse depuis 2 ans, donc j'ai plusieurs livres qui ont été publiés ces derniers temps, et ça continue. Donc, je suis très contente de ça. Donc ça m'a aussi ouvert une grande respiration, un grand bol d'air dans mon travail d'éditrice. Et en plus, j'essaye de devenir libraire aussi, à mes heures perdues entre guillemets, parce que je n'ai pas d'heures perdues en fait. Mais voilà, je vais essayer là, l'année 2024 va être un gros challenge pour moi pour essayer de peut-être trouver un poste, une formation en librairie. Là, je vais faire un stage cet été. Je suis très contente. Du haut de mes 41 ans, j'ai un stage en librairie. Je suis enchantée dans une super librairie en plus, donc je suis ravie. Et voilà, donc je vais apprendre petit à petit ce nouveau métier qui m'a toujours passionnée. En fait, je me l'étais un peu interdit en me disant, bah non, t'es éditrice, tu peux pas être libraire, c'est pas possible. Et en fait, je crois que d'être devenue aussi un petit peu autrice, ça m'a ouvert aussi une croyance un peu limitante de me dire, non, tu n'es qu'éditrice, ça n'est pas possible d'être autrice. Bon, bah maintenant, je serai peut-être l'année prochaine autrice, éditrice et libraire. Voilà. Donc, ça serait super. Je vais essayer d'aménager mon emploi du temps pour pouvoir garder les trois activités. Et voilà. Donc le contact humain et le collectif, je pense, je vais pas mal le trouver dans la partie librairie. Voilà, même si. Et puis, je vais découvrir encore un métier, donc ça, je trouve ça formidable. Et puis, je vais vraiment connaître la réalité des livres qu'on conçoit, nous, en tant qu'éditeurs, leur vraie vie ensuite sur les tables de librairie, parce que je connais un petit peu ça, je l'imagine et je le connais un petit peu. Mais en fait, je ne l'ai jamais vécu vraiment à la place d'un libraire, et je pense que ça va être source de remise en question aussi beaucoup dans mon travail d'éditeur, de mieux comprendre la vie du livre jusqu'au bout. Voilà. C'est génial. Donc, on se retrouvera peut-être pour un live métier libraire. J'espère. C'est encore un peu flou, mais j'espère. C'est trop chouette. Il y a une question d'Émilie qui nous demande qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que tu te lances dans l'entrepreneuriat? Parce que j'imagine, ça fait un peu peur, non, après tant d'années de salarié? Oui, ça. J'avais pas trop peur finalement. Non, ça allait. En fait, la grande chance que j'ai eue, et bon, ça c'est une question de hasard quand même, c'est que je suis ressortie très forte de ma dernière expérience en poste en fait. C'est-à-dire que j'ai mis presque 9 mois à quitter mon boulot, parce que même s'il y avait des choses qui n'allaient plus, globalement, j'étais très bien dans mon équipe, je m'entendais bien avec mon responsable. Voilà, il y avait des choses, on savait tous où j'étais arrivée un peu à la limite, mais bon. Je pense que c'est parlant, j'ai mis 9 mois à partir, donc c'est un peu long. Et en fait, j'étais quand même, je crois, très épanouie. J'étais consciente de mes forces aussi, parce que la collection que j'avais lancée était... avait besoin encore de développement, bien sûr, mais vivait sa vie, et je crois qu'on était tous très fiers de ce qu'on avait réussi à faire tous ensemble. Et je parle évidemment des équipes en interne, parce que je n'étais pas toute seule du tout à mener cette collection. Et donc, en fait, je suis ressortie quand même de ce poste assez forte je crois, hein, de mes compétences. Alors, ça m'a pas empêché d'avoir beaucoup de doutes, et j'ai eu très peur, et il y a eu quand même la première année, ça a été très fluctuant. Mais ce qui m'a poussée à partir du salariat, c'était vraiment l'envie de découvrir d'autres méthodes de travail avec d'autres maisons d'édition. Parce que, mine de rien, quand on reste un certain temps dans une maison, et même si celle-ci était très dynamique et vraiment, on avait tout à faire un peu, c'était un peu start-up, quoi. Du coup, en fait, il y avait quand même ce truc de me dire, je commence à me mettre dans un moule, je commence à être dans quelque chose de très confortable, donc c'était super, hein. Mais j'avais un peu l'illusion, parce que finalement, ça s'est pas trop passé comme ça, mais j'avais un peu l'illusion de me dire, bon, là, je vais travailler avec plein d'autres maisons qui ont toutes des fonctionnements différents, et je vais apprendre forcément. Alors, c'est quand même le cas, j'ai quand même appris beaucoup, mais en fait, en tant que free, on n'est quand même jamais dans la maison d'édition. Donc, le côté collectif, je me suis vite rendu compte que je l'avais pas en tant que freelance. Donc, il y a plein d'autres qualités dans le free, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais voilà, c'était ça qui me poussait, en tout cas, à me mettre à mon compte, notamment. Ok, très clair. Merci beaucoup. Et il y a Véronique qui demande, vous a-t-il été facile de négocier vos contrats freelance, ou est-ce que vous avez eu des surprises, voire des déconvenues? Oui. En fait, quand on est free, on est bien organisé, hein. On essaye d'avoir un taux journalier, se dire non, il ne faut pas que je descende en dessous de ça. On calcule ses taxes, on calcule tout. Voilà, la com, les jours perdus à faire de la communication, du démarchage et tout ça. Ça, c'est la version théorique. Pas rêvée, je dirais pas rêvée.
théorique. Et ensuite, on se confronte aux grilles tarifaires des éditeurs. Donc, qui parfois n'est pas en adéquation avec ce qu'on avait imaginé. Alors, en réalité, tout est négociable. Et je crois qu'il faut toujours négocier ses contrats. Alors, sauf si vraiment la proposition est impeccable, ça rentre nickel, évidemment, allons-y. Mais voilà, c'est quand même important de négocier aussi parce qu'en fait, les éditeurs, bon, je pense que c'est comme tout client, quand ils voient que vous êtes bon marché, ils finissent par toujours vous proposer des missions bon marché. Et puis, une fois qu'on a accepté une mission bon marché, une deuxième, une troisième, c'est très compliqué. Donc, il y a toujours le piège du débutant de se dire, il me faut quand même et c'est normal, il me faut des nouveaux clients. On démarre, on a besoin de ça pour commencer. Faut trouver une sorte d'équilibre, quoi. Se dire, ça, je le prends. Alors moi, maintenant, je dis beaucoup plus facilement non. Avant, j'avais du mal à dire non. Maintenant, je le fais pour deux raisons. D'abord, parce que je considère que mon travail a une valeur et que je veux pas la brader non plus. Je réponds vraiment souvent à ce truc de me dire, est-ce que j'apprends quelque chose de nouveau? Et si j'apprends quelque chose de nouveau, j'accepte la mission. Alors, sauf si c'est un tarif absolument indécent, ça, je ne le fais pas. Mais si le tarif est peut-être un tout petit peu inférieur à ce que j'imaginais, mais que vraiment, je sens que ça va être une belle collaboration, que je vais apprendre beaucoup de choses, j'y vais. Vraiment, même aujourd'hui, après presque 6 ans de freelance, j'y vais. Et ça, c'est peut-être pas un bon conseil, hein, je sais pas, et c'est pas du tout parce qu'on est dans un métier passion, parce que je déteste cette expression et je crois qu'elle veut tout dire et puis surtout elle veut dire qu'on peut se faire un peu marcher sur les pieds et c'est dommage. Mais je crois quand même qu'on est obligé de garder une forme de curiosité, une forme de nouveauté, de fraîcheur dans ce métier et c'est quand même en acceptant des nouvelles missions qu'on peut garder ça aussi. Alors, il n'est pas question d'accepter des missions indécentes, ça c'est sûr que non. Et je l'ai fait, hein, j'ai eu des mauvaises surprises parfois, hein, des déconvenues, comme disait cette personne. Je les blacklist, hein, clairement, j'y retourne plus. Vraiment, on parle souvent des éditeurs qui blacklistent leurs auteurs ou en tout cas les personnes avec qui ils travaillent. Ça peut tout à fait être dans l'autre sens. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est que j'avais créé un petit groupe Facebook quand je me suis lancée avec quelques éditrices freelance que je connaissais plus ou moins de contacts et de réseaux. Et en fait, on s'est quand même, alors c'est un groupe qui fonctionne et qui vivote, mais mine de rien, on continue à se poser des questions, à se dire tiens, est-ce que là, il faut y aller? Toi, tu as accepté combien pour telle mission? Parce que le freelance, c'est quand même, en tout cas dans l'édition, c'est très opaque. On n'a pas trop d'infos sur les tarifs, sur ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne doit pas accepter. Et ce petit groupe était m'avait pas mal aidé à l'époque. Voilà. Super. Et effectivement, c'est toujours je pense que quel que soit le métier, d'avoir des groupes avec des confrères, consoeurs, Ouais. ça aide, ça rebooste, ça rassure. Ouais. Et l'édition est très là-dessus, est très posée sur la compétition et surtout, on parle pas des tarifs, on parle pas et de mettre un petit coup de pied quand on peut. Alors j'entends, je suis loin d'être une révolutionnaire, mais voilà, de rendre les choses un peu plus transparentes, c'est bénéfique pour tout le monde, je crois. Génial. Je vois là, attends, je vais essayer de retrouver ton LinkedIn parce que je vois qu'il y a des gens qui demandent. Il y a une question de Anna. Quelle formation allez-vous suivre pour votre nouveau challenge en tant que libraire et combien de temps doit-on compter? Alors, je me suis renseignée et je me suis rapprochée notamment d'une école parce qu'en fait, en librairie, il n'y en a pas 1000. Ça s'appelle tout simplement l'école de la librairie. Ils sont basés à Maison-Alfort. Ils proposent des formations en présentiel ou à distance. Et ils ont pas mal de modules. Alors, soit vous faites une reconversion complète, soit vous faites des petits modules. Moi, je vais voir ce à quoi j'ai droit, puisque je suis pas libraire et donc je ne suis pas certaine aujourd'hui que j'ai le droit à prendre juste des modules qui peuvent m'intéresser. Et pour être très honnête avec toi, Anna, je vais surtout réfléchir après l'expérience que j'aurais eue en stage cet été. J'ai beaucoup discuté, je pense, avec la libraire qui est ma tutrice, en fait, et je vais lui dire, voilà, quel est le bilan à la fin de ce mois de stage? Est-ce que tu penses que je peux me lancer comme ça en poste, sur des postes de débutants, en CDD en plus, donc voilà, et quelques heures par semaine, et j'y vais parce que tu as le sentiment que je suis prête, entre guillemets, que j'ai encore à apprendre, mais que je suis prête? Ou est-ce que tu penses que vraiment m'asseoir mes compétences avec une formation, ça peut vraiment être un gros plus et je trouverai plus facilement du boulot en 2024. Je vais un peu suivre ces conseils, ceux du reste de l'équipe aussi. Voilà, c'est un peu ce que je me suis donné comme objectif. Voilà. Et donc j'avais déjà contacté cette école qui a l'air très reconnue dans les librairies. J'en ai parlé à plusieurs libraires qui m'ont dit ah oui, c'est
un peu le sésame des librairies, voilà, et des libraires. Faut savoir, je le savais pas, mais c'est un métier en fait, et un corps de métier où il y a vraiment de tout. Il y a vraiment des gens qui se sont formés à la librairie, et il y a aussi des anciens représ commerciaux, des personnes qui viennent d'autres horizons et qui se lancent parce que c'est un métier de commerçant quand même aussi la librairie. Donc voilà. Mais donc c'est cette formation qu'on m'a recommandée. Tu peux me redonner le nom que je le note? Si je dis pas de bêtises, oui, l'école de la librairie. Ok, simplement. Super. Ouais. Elle avait un nom avant. Trop chouette, merci beaucoup. Il y a une question de Émilie qui demande si tu peux donner un exemple de mission que tu fais en ce moment. Oui. Alors, je travaille sur pas mal de séries différentes. Alors, je travaille sur des séries de première lecture pour un éditeur jeunesse parascolaire. Donc, je lance des créations de séries. Là, par exemple, il y a une série qui est venue de l'éditeur qui a eu envie de faire des livres-jeux pour enfants. Donc, on a imaginé une nouvelle série. On avait l'auteur, on n'avait pas l'illustrateur. Donc, je leur ai proposé plusieurs illustrateurs. J'ai fait de la veille. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je fais beaucoup de veille concurrentielle et beaucoup de veille d'illustrateurs et d'auteurs. Je lis beaucoup, hein, bien sûr, ça va de soi, pour trouver des nouvelles voix, etc. Et puis, donc voilà. Donc là, j'ai travaillé sur tout ce projet-là qui sortira en 2024. Il y a 4 tomes qui vont sortir. Voilà, donc là, c'est toute la chaîne du livre qui se met en place, trouver un graphiste ou travailler avec les graphistes des maisons d'édition. Je travaille aussi sur la réécriture d'un roman. Donc ça, c'est un peu entre l'éditeur et l'auteur, du coup, parce que c'est un entre-deux. C'est, on va dire, une grosse prépa de copie. Mais bon, là, il y a beaucoup de choses à retravailler. Donc, ça va presque dans la partie écriture. Je travaille aussi, là, je suis en train de boucler 4 romans. C'était de la licence chez Nathan, une petite licence qui se termine là. Et puis, donc on va envoyer en fabrication les 4 livres. Là, j'ai plus les maquettes à relire. La maquette, donc, c'est vraiment le fichier du graphiste avec les textes, les images. Tout est mis en ordre parfaitement et après on envoie au fabricant qui appuie sur un bouton et ça part en fabrication chez l'imprimeur. Qu'est-ce que je fais en même temps tout à coup ah oui, je fais une traduction aussi là de l'espagnol pour un autre éditeur. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en cours j'ai des trous de mémoire tout à coup. Non, et voilà. Et après j'ai plein de livres comme ça où j'ai vraiment un suivi éditorial, ce qu'on appelle classique. Voilà, relecture de maquettes, brief à l'illustrateur. Voilà, plein de choses différentes. Alors moi, je suis vraiment spécialisée jeunesse. Hein. Je ne l'ai pas dit depuis le début, mais Ouais. mon dada, c'est la jeunesse. C'est une question que j'avais pour toi. Est-ce que vous avez tous une spécialité ou pas? Non. Alors, enfin, on a des non, Préférence? on a des majeurs, c'est-à-dire que là, j'ai des amies éditrices freelance qui travaillent en jeunesse, mais en jeunesse, elles sont assez calées pour tout ce qui est loisir créa, pratique. Et en fait, le loisir créa, on peut très bien le retrouver en pratique adulte. Donc, elle peut très bien, si elle sait faire je dis n'importe quoi, des livres de cuisine pour les enfants, a priori, elle saura les faire pour les adultes. Donc, voilà, on a tous des dominantes, on va dire. Moi, à la base, c'était plutôt le roman. Donc, j'étais sur la tranche d'âge 8-12 ans. Donc, après les premières lectures et jusqu'avant la fin adolescent, on va dire. Et puis après, on a ce qu'on appelle le young adulte, le jeune adulte. Donc, ça, c'est quelque chose que je faisais un petit peu moins. Je travaille aussi sur des premières lectures. Donc, là, c'est vraiment amener les enfants à leur premier livre de lecture. Donc, c'est après les albums pour les petits, avant 6 ans. Voilà. Et ça, je fais un petit peu moins les albums. Enfin, j'en écris, mais par contre, je les édite pas. Donc, non, oui et non, on peut avoir. Moi, je connais des éditrices qui travaillent sur plein de pans différents, qui font du roman, de la première lecture, des tout petits, des livres bains, des albums, du roman. Mais bon, quand même, au bout d'un moment, il se dessine quand même un chemin. Donc voilà. Voilà. Mais après, dans les grands secteurs, c'est sûr que quelqu'un qui est spécialisé en jeunesse, oui, il peut faire du beau livre, évidemment, peut faire de la littérature. Mais souvent, les éditeurs viennent nous chercher parce qu'on a une expérience dans un certain secteur. Je comprends. Je vois qu'il est l'heure. Moi, j'ai encore 5 minutes. Si tu as le D'accord. temps aussi, Maya, je ne sais Oui, pas. bien sûr. Super. Parce que exceptionnellement, je peux dépasser parce qu'il n'y a pas de live juste après. D'accord. Donc, profitons-en parce que je vois qu'il y a encore pas mal de questions pour toi. D'accord. Alors, il y a Céline qui demande, est-ce que tu es parfois contactée directement par des auteurs pour lancer le projet sans passer par la maison d'édition?
Alors non, ça s'appelle de l'auto-édition. Et moi, je m'occupe pas de ça du tout. Voilà, moi, je suis vraiment en contact avec les éditeurs. Donc, si un projet, si je pense qu'il y a un gros potentiel sur un projet, je vais aller le proposer à des contacts d'éditeurs, mais je travaille pas en auto-édition, non. Il y a des agences qui font ça, je crois, voilà, pour aider les auteurs à les accompagner et pour qu'ensuite ils s'auto-éditent. Génial, merci. Il y a Catherine qui demande, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le travail de relecture de l'éditeur et celui d'un lecteur-correcteur? Ah oui, alors pour schématiser, l'éditeur, il va avoir en tête vraiment l'histoire, les personnages, l'intrigue. Si on parle de fiction, par exemple. Donc, c'est vraiment son point, c'est la cohérence de l'histoire. Voilà, comment est-ce que l'histoire est vraisemblable, pas forcément réaliste, mais vraisemblable. Et donc, tout ce qui va s'articuler dans le récit, les dialogues, les auteurs, les personnages, les voix des personnages, le ton, c'est très important. Et il a aussi en tête, ça c'est le côté micro, comment cette histoire va s'intégrer dans telle collection, voire dans telle maison d'édition. Voilà, donc il y a cet entonnoir que fait enfin plutôt un entonnoir inversé, que fait l'éditeur, et il aura vraiment ça en tête. Le correcteur-relecteur, ce que je ne suis absolument pas, lui, il est sur la conjugaison, l'orthographe. Donc, son idée, alors bien sûr qu'il propose, il a des propositions stylistiques à certains moments, évidemment. Dire, tiens, cette phrase, elle est vraiment étrangement construite, je vous propose plutôt ça. Mais voilà, lui, ce qui va vraiment compter pour lui, c'est l'orthographe, la conjugaison. Et puis, il va évidemment voir des incohérences, c'est sûr. Dans l'histoire, il peut nous dire, attendez, là, il avait un t-shirt vert, il a un t-shirt rouge, pas 2 pages plus loin, ça va pas. Mais voilà, il est vraiment sur ses règles typographiques et son Becherel, entre guillemets. Et lui, il est vraiment garant du texte impeccable, qu'il n'y ait pas de coquilles et pas de fautes, entre autres. Et c'est évidemment aussi, en tant qu'éditeur, on est garant de ça aussi, mais disons qu'on se repose un petit peu quand même sur le correcteur. Et malheureusement, il y a de plus en plus de maisons d'édition qui ne font plus appel à des correcteurs, ce qui est dommage. Pour terminer, parce que malheureusement, on ne peut pas rester toute la journée avec toi, même si c'est passionnant. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes le moins? Enfin, où tu prends moins de plaisir? Alors, je dirais, je crois quand même que c'est la découverte des textes, en fait. Ça, c'est quand même la première fois qu'on découvre un texte, qu'ensuite on va relire 45 fois. Au bout d'un moment, j'en ai marre, ça c'est sûr. Mais la découverte du texte, ça c'est quand même, je crois que c'est ce que je préfère quand l'auteur m'envoie son texte et que je me frotte les mains en disant ah ça y est, je l'imprime, je vais le lire. C'est super. Ça c'est vraiment une émotion qui est voilà, qui reste toujours la même pour moi. Ce que j'aime moins, je viens de le dire, c'est de relire 45 fois la même maquette de 150 pages, vraiment au bout d'un moment. Et en plus, c'est pas ma force, donc ça me saoule, on peut le dire. Heureusement, je suis pas toute seule à lire, mais voilà. Et peut-être que ce qui est je sais pas si c'est ce que j'aime le moins, mais disons que ça serait peut-être la chose qui est la plus qui me fait parfois un peu plus peur, c'est de ne pas pouvoir se renouveler. Parce que comme je disais, on doit garder une énergie, une curiosité. Quand on se balade en salon, en librairie, on a l'impression que tout a été fait. Et en même temps, il faut toujours se dire que tout reste à faire. Et qu'il y a toujours des nouvelles voies à dénicher, qu'il y a toujours des nouveaux projets à proposer, des nouveaux concepts. Voilà, donc c'est parfois très énergisant et très fatigant et un peu démotivant aussi. Voilà, donc moi j'adore être en salon, j'adore être en foire, mais je suis toujours un peu dans ce sentiment double qui est waouh, c'est formidable, on a une diversité incroyable éditoriale et mais qu'est-ce que je viens bien pouvoir proposer de nouveau. Voilà, donc ça c'est la partie peut-être un Ouais, peu plus, je comprends. Et c'est très vrai pour plein de choses dans la oui, vie, exactement, bien sûr. comme les chansons, comme Oui, les... oui, notamment enfin voilà, tous les métiers un petit peu propres à la créatifs. création, même si on n'est pas que dans la création, évidemment, hein. Quand on est éditeur, on répond à beaucoup de contingences et beaucoup de contraintes, mais c'est très agréable moi, ce que j'aime faire, c'est fabriquer un livre dans un cadre de contraintes. C'est ça qui me plaît, vraiment. Et dernière question, et après j'arrête. Quel sens tu y trouves? Quel sens j'y trouve? Oh là là, c'est
J'ai gardé la plus dure pour la fin. Ouais, non, mais moi, j'ai un rapport au livre qui est là depuis toute petite. Hein, c'est totalement bateau, mais j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment besoin des livres en fait. Alors, comme tout le monde, j'ai des périodes où je vais moins lire ou plus lire, ou voilà. Mais je crois que c'est une échappée, une ouverture. En fait, les livres, c'est que des questionnements, c'est pas tellement des réponses, c'est surtout que des questionnements et on apprend tellement de soi que je suis très heureuse de transmettre à mon petit niveau toutes ces histoires aux lecteurs et en l'occurrence aux enfants. Et donc c'est non, je sais pas comment y répondre, c'est complètement nul ce que je réponds, mais voilà, Non, pas du tout. j'adore aller plein de fois en librairie en semaine. J'adore parler des livres à mes amis, conseiller des livres, discuter avec mes amis éditeurs, éditrices. Enfin, vraiment, ouais, je sais pas, c'est le sens. Je pourrais pas trop faire autrement en fait. Voilà. Donc la transmission fait partie de. Oui, alors le sens c'est peut-être la transmission. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Excusez-moi pour cette dernière réponse. Non, c'était très clair. C'était le bonheur de découvrir et de t'échapper dans l'histoire et de la faire découvrir à d'autres. Oui, vraiment. Ouais, vraiment. Ouais, la transmettre. Ouais. Effectivement, on donne super envie. Mille merci Maya pour ton temps, pour aider les autres qui voulaient découvrir ton métier. Tu fais partie de la communauté Chance, n'hésite pas, si on peut t'aider d'une manière ou d'une autre vers tes nouvelles explorations sur la librairie. Je vois que tu as eu 100 000 merci dans le chat. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à vous. Ça se voyait que tu étais animée et ça fait beaucoup de bien. C'était un super live. Merci beaucoup. Et Merci, puis, Maya. si je peux répondre à certaines questions, voilà, n'hésitez pas. C'est une communauté, je pense, donc voilà, soyons dans le collectif. Merci beaucoup, Maya. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Au Au revoir. revoir.